Bonsoir madame, bonsoir messieurs. La lutte contre le coronavirus a exigé l'arrêt ou plutôt le ralentissement de tous les secteurs et le fonctionnement normal des institutions s'en trouve menacé aujourd'hui. Et nous sommes tentés de dire que l'impact de la crise socio-économique risque de faire plus de victimes que le victime lui-même. Nous allons donc ce soir, avec les invités, tenter de relever les impacts qu'impose cette crise sanitaire et surtout les éléments de propositions pour atténuer les effets négatifs que celle-ci risque d'engendrer pendant ces temps ou dans l'après-Covid-19. Merci, Monsieur Philippe Ngwala, d'être avec nous. Je précise que vous êtes coordonnateur et conseiller spécial du chef de l'État. Vous avez dans vos charges le programme des urgences intégrées. De développement communautaire. Merci beaucoup pour la précision. Et en face, quelqu'un qui est déjà revenu sur ce plateau 2 ou 3 fois, docteur Michel Mouvoudi. Merci beaucoup. Vous êtes, je précise également, spécialiste principal en santé. Merci. Merci à la Banque mondiale. Voilà donc de quoi nous allons parler ce soir. Mais d'entrée des jeux, messieurs, le monde s'est arrêté aujourd'hui. Rien ne tourne pratiquement. Et alors, quand partout dans le monde, tous les efforts ou tous les regards sont focalisés vers la lutte contre le coronavirus, est-ce que vous n'avez pas l'impression, avec moi, et d'ailleurs, c'est peut-être l'avis de beaucoup de personnes, que le regard sur le secteur économique sont plus ou moins ralentis? Oui, le regard sur le secteur économique voulait dire donc les mesures à apporter sur le secteur économique. Bon, ça dépend effectivement de la proactivité de certains pays, de certains animateurs, des institutions publiques, mais aussi ça dépend du contexte spécifique à chaque pays. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette pandémie a des conséquences socio-économiques très graves et il faut l'approcher dans une vision, dans une dimension multisectorielle qui intègre la dimension de la santé publique, mais également la dimension de l'atténuation des effets socio-économiques de cette crise, de cette pandémie. Et nous sommes appelés, docteur, à jouer ou à mettre en exergue ce que vous appelez l'économie sanitaire. Exactement. Donc, pour appuyer ce que le conseiller spécial du chef de l'État venait de dire, il faut d'abord savoir que pour lutter contre le Covid-19 en RDC, on a besoin de moyens. Donc il faut absolument avoir une économie structurée, il faut mobiliser des ressources, que ce soit en interne, mais aussi lever des fonds en externe pour pouvoir mettre en place les mesures barrières, pour pouvoir prendre en charge les malades, ainsi de suite. Donc on a besoin d'argent pour lutter contre cette pandémie. C'est tout à fait important que l'économie marche pour qu'on arrive justement à faire face à ce fléau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on est sans doute tous unanimes qu'il y aura un impact sur l'économie formel et même informel au niveau de notre pays, vous le savez bien. Vous dites qu'on aura un impact ou bien cet impact se fait déjà sentir. Oui. Pourquoi? Parce que vous avez le confinement, un exemple, vous avez le confinement qui réduit les échanges entre pays. Et regardez par exemple le rôle que la Chine joue dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, la Chine est frappée. La Chine joue un rôle très important dans les chaînes d'approvisionnement. La Chine joue un rôle très important sur les marchés. Et comme vous le savez, avec la chute du prix du pétrole, la chute du prix des métaux industriels, et la Chine est un grand acheteur en RDC. Donc 41% de nos exportations en termes de minerais, c'est vers la Chine. Ça, c'est important. Deuxièmement, en Afrique, vous vous rendez déjà compte que les grandes économies sont touchées. Vous avez l'Angola, vous avez le Nigeria, vous avez l'Afrique du Sud. Alors, quand vous descendez au niveau du pays, troisièmement, c'est qu'en fait, les revenus vont baisser de manière drastique. Et quand les revenus baissent au niveau de la population, l'accessibilité aux services sociaux de base devient difficile, notamment l'accès aux soins de santé de base. Nous avons déjà un pays où l'accès aux services de santé de base est estimé à moins de 30%. Alors rendez-vous compte qu'avec cette crise qui vient au fait renforcer la situation de précarité qui existait, et donc nous allons assister sans doute à des inaccessibilités aux soins de santé, donc une augmentation de la mortalité et de la morbidité dans la population. Voilà, nous y sommes déjà, monsieur le conseiller. Les conséquences se font déjà sentir.
avec la fermeture de plusieurs entreprises, avec le confinement en bref. Et tout ça, le Congolais se trouve déjà coincé dans son vécu quotidien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pu relever en tant que spécialiste de développement ou de développement intégré? Qu'est-ce que vous avez déjà relevé et qu'il faudrait tenir en compte au fur et à mesure que cette maladie est en train de cheminer? Qu'est-ce que nous devons donc retenir, qu'est-ce que nous devons donc relever dans le vécu quotidien du Congolais et qu'il faut que les pouvoirs publics prennent vraiment en compte pour qu'on ne puisse pas sentir, pour qu'on ne puisse pas sentir vraiment une crise qui puisse tuer plus que le virus lui-même? La crise, nous allons la sentir, ça c'est évident. On la sent déjà. On la sent déjà, oui, comme l'a dit mon collègue. Mais on peut apporter des mesures d'atténuation de ces effets. Je voudrais un peu ramasser très rapidement ce qu'il a dit. Je vous en prie. Aujourd'hui, comme vous le savez, certainement, notre économie, le président de la République l'a dit dans l'un de ses discours, est totalement extraverti. Je dirais essentiellement extraverti, pour ne pas dire totalement. Depuis des années d'ailleurs. Depuis des années. OK. La plupart des produits que nous avons ici, nous les importons. Mais nous exportons aussi. Mais qu'est-ce que nous exportons? Nous exportons essentiellement les produits minéraux. Et donc, c'est le secteur primaire. Le minerai brut. Extractif. Oui, le secteur extractif, en fait, qui contribue, je dirais, à 90% à la constitution du produit intérieur brut de notre pays. Aujourd'hui, avec le coronavirus, j'ai visité les sites miniers depuis plusieurs années, ici en RDC. Vous voyez les conditions de travail qui se réalisent dans ces sites miniers, la façon dont l'activité de production est faite. Évidemment, les risques sont tels que cette pandémie, une fois qu'elle se répand dans ces zones minières, elle peut arrêter l'activité extractive. Et si l'activité extractive est arrêtée, les conséquences économiques seront très graves. Ça va entraîner une réduction de notre produit intérieur brut. Vous savez, aujourd'hui, les estimations sont en train de dire, les estimations qui ont été faites par différentes institutions de recherche. Vous pouvez chiffrer ça? Ils disent que de manière approximative sur le produit intérieur brut peut arriver à une réduction de 7 à 10 points. C'est-à-dire, si aujourd'hui, notre produit, le taux de... Pardon? 7 à 10%? À 10 points de pourcentage. J'explique. C'est encore un peu okay. plus. Si le taux de croissance de notre PIB a été par exemple de 4,6% en 2019, vous réduisez 7%, nous allons à combien? On est négatif. Ça devient négatif. Et ça entraîne ce qu'on appelle une crise très 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 grave. En plus de cela, comme il a dit, aujourd'hui les échanges commerciaux sont impactés. L'activité économique sur le plan mondial va presque vers l'arrêt. Vous avez suivi ce qui a été dit, les vols internationaux ont été suspendus. OK? Donc, le commerce est affecté. Et lorsque le commerce et les échanges sont affectés, ça affecte également le secteur productif. Les petites et moyennes entreprises, OK, qui dépendent de ces échanges, je parle spécifiquement de notre pays, connaissent un choc et un coup. Et ça va plus loin, il y aura une perte massive de peu d'emplois que nous avons. Vous savez que le taux de chômage ou le taux de sous-emploi est très élevé ici dans notre pays en RDC. Et le peu d'emplois qui existent vont subir un coup. Oui, déjà avec les PME et PMI avec qui ont fermé. Les PMI qui ont fermé, ça c'est le secteur productif qui va être sensiblement réduit. Et ça va conduire à une réduction sensible du revenu de ménage. Ça va impacter le budget de l'État. Tout cela. Il y a une chaîne de conséquences. Si nous l'expliquons, nous les schématisons, nous allons comprendre que l'impact socio-économique de cette crise est énorme. Mais puisque vous avez posé des questions sur les mesures qu'il faut porter, je vais faire des propositions tout à l'heure, on va en discuter. On va y revenir. Merci beaucoup. Vous venez de préciser que les ménages seront touchés. Alors, principalement, en quoi? Alors, avant de répondre à votre question, M. Scar, je vais renchérir deux petits points qui ont été évoqués par le conseiller spécial.
D'abord, le premier point, une étude montre que les pertes en production au niveau de l'Afrique subsaharienne vont aller de 30 à 80 milliards de dollars pour l'année 2020. Okay? Je crois qu'on l'a mentionné. Mais deuxièmement, comme nous avons une économie fortement dépendante de l'exportation des matières premières, avec la réduction des transactions, mais aussi avec la baisse du prix de ces matières premières, on estime qu'il y a des pays qui vont, comme le nôtre, qui auront une croissance pratiquement négative. On va jusqu'à moins 5%, moins 5% de croissance. Ça veut dire en d'autres termes qu'on aura des impacts qui seront multifactoriels. Alors, là où c'est important de savoir, c'est qu'en fait, si nous n'anticipons pas, et c'est justement l'objet de ces discussions, il ne faut pas attendre lorsqu'on se rend compte que les gens ne peuvent plus accéder aux soins de santé, qu'il y a une crise alimentaire qui se met en place et qui entraîne des malnutritions en cascade, mais aussi, comme l'a dit le conseiller, c'est qu'en fait, lorsque les gens n'ont pas de quoi manger, on peut avoir des crises sécuritaires parce que les gens vont devoir utiliser la violence pour pouvoir se nourrir. Très bien. Alors, la question, c'est le plan de riposte aujourd'hui. Exactement. Ouais. Et donc, pour ne pas arriver à ça, il faut anticiper. Donc, le plan de riposte que nous avons, c'est un plan qui a 2 manches. La première manche, c'est d'abord sauver des vies. Donc, c'est la partie sanitaire. Il faut lutter contre la mort. Comme vous le savez, la RDC aujourd'hui, on commence déjà à frôler les 500 cas. On a déjà déploré plus de 25 décès. Donc c'est très important déjà qu'on travaille sur le plan sanitaire à réduire la maladie, à éviter qu'il y ait plus de contamination, à éviter qu'il y ait plus de décès. C'est vraiment une crise du capital humain. Alors de l'autre côté, comme vous le savez, comme on l'a mentionné, nous ne pouvons pas que nous occuper de la maladie en tant que telle. Il faudra voir les répercussions de la maladie, notamment sur l'accès aux services sociaux de base. Ça, c'est très important. Mais justement, puisque là, voilà, deuxièmement, on semble occulter d'autres maladies au profit du coronavirus aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de visiter une zone de santé de la ville, Mbinza Ozone. On se rend compte justement que par peur d'être contaminé, il y a certains services qui tournent au ralenti. Donc c'est pour vous dire justement qu'il y a des impacts collatéraux là-dessus. Mais encore une fois de plus, lorsque le revenu des ménages vont diminuer à cause de la baisse généralisée des recettes, ces personnes qui devraient payer les soins pour aller au centre de santé ne peuvent plus, n'est-ce pas, le faire. Et donc la conséquence, c'est que les gens vont rester à la maison et ne vont pas se faire soigner. Sans oublier les autres maladies qui vont continuer à babouiller, notamment la malnutrition, et ainsi de suite. Donc c'est très important de comprendre qu'au-delà de la première manche qui était la réponse sanitaire, le gouvernement, avec l'appui des partenaires, est en train de travailler sur une deuxième manche qui est en fait une réponse multisectorielle qui prend en compte les questions économiques, n'est-ce pas, les questions de transport, les questions de sécurité, parce que justement, on sent que la crise sanitaire a impacté les autres secteurs. Et ces secteurs doivent absolument se restructurer pour être une réponse à cette crise qu'on a, qui est en fait une crise généralisée. Alors, comment restructurer et pour atténuer, en fait nous étions dans le plan de riposte, et c'est cela qui est le plus important. Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour ne pas tomber dans la récession totale? Il faut une approche ciblée. OK? Une des grandes conséquences de cette crise sur le plan socio-économique sera la famine. Et la famine, vous savez, personne ne peut la supporter. C'est cette famine qui risque d'entraîner des crises et des tensions sociales graves qui vont avoir des effets sur le plan sécuritaire. Et ça, il faut vraiment prendre au sérieux cet aspect, d'où la nécessité de cette approche multisectorielle. Et ici, ce qu'il faut penser, c'est d'assurer la protection sociale aux ménages. Cibler également une catégorie des démunis. Quand on parle de la protection sociale de ménages, il faut essentiellement tourner l'action d'abord sur la sécurité alimentaire. Elle est essentielle. Parce qu'en cas de pandémie, si il faut prendre des mesures drastiques qui consistent à faire les confinements total comme on l'a fait ailleurs, mais il faut bien que les populations continuent à manger. Or, notre économie est, je dirais, à plus de 80% informelle. C'est-à-dire, le revenu des ménages est issu des activités quotidiennes informelles et quotidiennes. Nous n'allons pas utiliser des termes techniques ici parce que nous nous adressons à la population. Ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser les termes qui sont très compréhensibles par tout le monde, par les communs des mortels.
Aujourd'hui, si vous dites à une famille ou à une certaine catégorie de gens de ne pas sortir pour aller se débrouiller, puisqu'ils ont le revenu au quotidien et ils mangent au quotidien. Ce n'est pas facile. Pas seulement c'est pas facile, mais c'est quasi impossible. C'est quasi impossible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là la question. Il faut soutenir les secteurs productifs. Il faut les protéger. Comment donc? Et le secteur productif, ce soutien doit être ciblé. Nous devons les cibler sur le potentiel que nous avons. Nous n'avons pas que des problèmes. Nous avons les potentiels. Et ces potentiels, je les appelle des sources de résilience. Nous avons aujourd'hui 80 000 hectares de terres arables. Millions. Oui. Millions, oui. Seulement 6% exploités. Vous savez que cette crise peut constituer une opportunité pour la RDC. Lui donner la capacité de faire de la production agricole intensive et de nourrir et la population locale et les restes. Mais, monsieur le conseiller, donc, oui. Vous voyez dans le long terme ou bien dans les médias, puisque le problème est là, oui. Vous dites que les gens doivent manger, oui. Ils ne peuvent pas attendre demain. Oui. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut dans les médias? Dans les médias, nous pouvons constituer des réserves stratégiques de nourriture. Mais qui viendront d'où? Nous avons circulé quand même. En tant que coordonnateur de la CAPUDC, cellule présidentielle d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire, j'ai conduit des consultations sur toute l'étendue des 26 provinces de la RDC. Nous avons constaté que dans l'arrière-pays, il existe de la nourriture qui pourrit par manque de voies de communication, oui. Par manque de routes. Les routes de dessert agricole. Voilà, il faut faire ce qu'on appelle l'économie de guerre, mobiliser les moyens que nous avons, okay? Ouvrir les couloirs logistiques. Pourquoi ne pas embarquer la logistique militaire, les génies militaires dans cette activité qui consisterait à cibler, à identifier la production existante dans l'arrière-pays, okay? Mettre en place un réseau de constitution de ces réserves stratégiques, aller chercher ces produits et les mettre sur ces réseaux et mettre sur la table un plan d'accès de ces ménages à ces nourritures. Exactement. Ça, c'est une activité qui peut être faite immédiatement. Aujourd'hui, la CAPUDC, okay, la cellule présidentielle que moi je coordonne, est en train de se doter d'un outil informatique qui va lui permettre, ou qui lui permettra dans un bref délai, d'identifier le potentiel de produits qui existent dans toute l'étendue du territoire et dans l'arrière-pays. Nous avons déjà une base de données des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, mais également des organisations paysannes qui font de la production et qui ne peuvent pas l'écouler parce qu'ils ne sont pas appuyés. Il faut appuyer toutes ces structures, aller chercher ces produits, okay, négocier avec eux, fixer un prix avec eux. Les ressources que nous allons mobiliser à travers différents canaux de mobilisation doivent effectivement servir entre autres à cela. Mais ça ne se limite pas à cela. Il faut également soutenir la production agricole auprès de ces structures, ces petites et moyennes entreprises, ces petites et moyennes industries, ces organisations paysannes qui existent aujourd'hui. Cette dynamique communautaire existe en RDC et elle est une opportunité, elle est une source de résilience sur laquelle il faut s'appuyer pour de telles actions qui sont ciblées, précises et qui doivent se passer dans un timing bien déterminé. Mais il y a des catégories les plus démunies, monsieur le conseiller. Même si on a provisionné les grands centres comme Kinshasa, mais il y a les catégories les plus démunies qui n'ont absolument rien pour acheter les produits vivriers et pendant ces temps de crise. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut faire un plan d'accès de ces communautés, de ces ménages vers les produits alimentaires. Ce plan nécessite de catégoriser ces groupes de vulnérables et mettre en place une politique d'accès à cette nourriture. Il y a pas mal d'éléments qui existent, il y a pas mal d'instruments qui peuvent être utilisés pour permettre à ce que ceux qui sont plus démunis accèdent avec zéro revenu à la nourriture et les familles qui sont moyennes puissent accéder avec un prix négocié et les familles les plus riches accèdent aussi avec un prix qui est praticable et faisable dans ce contexte de crise pour contenir
cette crise au plan sanitaire et éviter qu'elle ait des répercussions sur les tensions sociales. Alors, docteur, et sur le plan sanitaire maintenant, quel est le plan en fait urgent qui conviendrait mettre en place aujourd'hui pour atténuer. Alors, c'est ça, tout ça. Avant de répondre mais simplement sérieux, tout à l'heure, je disais que dans nos hôpitaux, toute l'attention focalisée sur le coronavirus, alors qu'il y a d'autres maladies comme la malaria, décimer les gens et que la population est incapable de soutenir les soins de santé. Exactement. Donc, d'abord, deux informations, M. Oscar, qu'il faut savoir. D'abord, la première information, c'est que le pays a des opportunités. Le Conseil venait de le dire. Nous avons par exemple 80 millions d'hectares de terres arables. Moins de 10% seulement sont exploités. Ça veut dire qu'on a une opportunité à ne pas rater, surtout pour ce qui est de la lutte contre la crise alimentaire. Premier élément. Deuxième élément, vous avez évoqué une question très pertinente, c'est qu'en fait, pour votre information, 14% des personnes qui sont touchées par l'extrême pauvreté en Afrique subsaharienne vivent en RDC. Donc nous avons vraiment une très grande partie de la population très pauvre dans ce pays. Et donc lorsqu'on parle d'accès, comme on venait de le mentionner, il faut justement voir à ces personnes-là. Il faut aussi voir ces personnes qui n'ont pas la facilité d'accéder à des services de base. Maintenant, sur le plan sanitaire, comme je l'ai mentionné, si justement nous voulons arriver à ce que l'accès soit facile, il faut subventionner. Donc ça c'est la première des choses. Ça veut dire que les soins de santé ont un coût. Pour que les gens arrivent à peu payer ou à ne pas payer, il faut subventionner. Qui dit subvention, ça veut dire qu'il faut injecter de ressources. Il faut appuyer les hôpitaux, les centres de santé pour faire en sorte que les malades qui viennent, les personnes qui viennent accèdent sans sentir le fardeau financier. Pour votre information, M. Oscar, lorsque vous regardez les dépenses en santé, 40% des dépenses en santé reposent sur les ménages. Du reste qui sont pauvres. Ça, c'est le premier élément. Ça veut dire qu'il s'agira maintenant de prioriser les secteurs qui doivent porter les valeurs à maintenir le capital humain en avant, notamment le secteur de la santé. Donc ça va être une question de prioritisation. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, il existe dans ce pays des approches de mutuelles, où justement, par solidarité, les gens essaient de mettre les moyens ensemble pour permettre aussi aux pauvres d'accéder aux soins. Oui, par ces par-là, mais ce n'est pas très développé aujourd'hui, les mutuelles de santé. Là, on est obligé de pouvoir, par exemple, subventionner ces mutuelles de santé, n'est-ce pas? On devrait faire en sorte que s'il existe des endroits là où il y a des mutuelles, il faudra les fortifier pour faire en sorte que toutes les personnes accèdent aux soins de santé. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est noter aussi, M. Oscar, qu'en fait, on a une disponibilité des services de qualité à moins de 30% dans ce pays. Ça veut dire, même alors que les gens peuvent arriver à l'hôpital, il n'y a pas de médicaments. Même alors que les gens peuvent arriver à l'hôpital, on se rend compte qu'il n'y a pas un personnel qualifié, bien formé, qui est là et qui puisse prendre en charge les problèmes de santé qui amènent la population. Donc, il faudra justement que lorsqu'on va restructurer, repositionner les priorités de l'État en faveur des secteurs sociaux, il est très important d'accélérer, n'est-ce pas, la mise en place d'une offre des soins de santé de qualité dans les hôpitaux. Vous l'avez remarqué, regardez tout simplement la prise en charge du Covid-19. Aujourd'hui, nous tous nous plaignons pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de morts liées à cette maladie. Entre autres, c'est parce que justement, on n'a pas beaucoup investi dans le secteur de la santé. Le budget de l'État alloué à la santé n'a pas dépassé 5%. Je crois que c'est l'occasion justement de se dire, est-ce qu'on ne peut pas allouer davantage au secteur de la santé? Et pour dire qu'en d'autres termes, en toute chose, le malheur est bon. Oui, le malheur est bon, mais c'est aussi des leçons à tirer. Ça nous permet de réfléchir. D'abord, ça nous permet de réfléchir. Aujourd'hui, on ne peut plus aller ailleurs, on doit se faire soigner dans son pays. Mais aussi, je crois qu'il faut tirer les grandes leçons et prendre des actions drastiques pour l'avenir. Peut-être que ce n'est pas la dernière épidémie, on en aura d'autres. Pour votre information, en 2002, on a connu ce qu'on appelait le SRAS, qui est en fait le syndrome respiratoire aigu sévère. C'était un Covid. Mais je crois que si déjà, à ce moment-là, on avait réveillé nos consciences, on pourrait faire quelque chose. Mais je crois que cette pandémie, cette fois-ci, nous donne l'opportunité d'investir davantage dans le secteur de la santé. Donc, à court terme, pour moi, il faut subventionner les services de santé en justement repositionnant, en réfléchissant le plus de ressources que nous avons aujourd'hui vers la santé. Et à long terme, je crois qu'il faut utiliser toutes les opportunités que nous avons d'appuyer les secteurs productifs, n'est-ce pas? Mais aussi d'utiliser les capacités nationales que nous avons, notamment par exemple la grande disponibilité des terres arables qui pourraient nous aider à produire suffisamment de nourriture et lutter ainsi contre la malnutrition. Alors, M. Philippe, sur le plan de l'emploi, je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui seront
beaucoup choqué, permettez le terme, et on va enregistrer beaucoup de chômeurs dans ces pays. Est-ce que vous avez déjà fait des propositions, vous avez déjà réfléchi sur cet aspect des choses? Et bien sûr, vous avez dit à quelque chose de malheureux. Bon, ouais. Et je dirais que cette crise, bien qu'elle soit intense et qu'elle ait des conséquences socio-économiques très graves, elle ouvre des champs d'opportunités. Il faut saisir ces opportunités. Aujourd'hui, mon collègue Dr Michel vient de donner des propositions sur la santé publique. Je dirais que c'est une opportunité aujourd'hui de renforcer la résilience du système sanitaire. Exact. Okay? Améliorer les plateaux techniques, améliorer la couverture, améliorer la disponibilité. En renforçant ces systèmes sanitaires, ça implique effectivement la construction des centres de santé, la construction des hôpitaux généraux aux standards et aux normes bien connus, mais ces constructions doivent cibler également la création d'emplois. C'est le temps aujourd'hui d'appliquer des approches comme des travaux à haute intensité de la main-d'œuvre. Nous avons une opportunité, une autre, dans ces pays, en plus de la dynamique communautaire que j'ai citée, en plus de l'opportunité que nous avons des terres arables, de 80 millions d'hectares, nous avons l'opportunité d'avoir une jeunesse qui représente 62% de la population. Notre population est composée en majorité de jeunes. C'est une main-d'œuvre disponible. Aujourd'hui, les gens vont dire, mais écoutez, ils ne sont pas formés, mais je dirais qu'il suffit de développer leurs compétences. Et pour développer les compétences dans différents métiers ciblés, on n'a pas besoin de pouvoir passer 2 ans, 3 ans en train de former ces jeunes. Avec des formations de courte durée, de 3 à 6 mois maximum, 9 mois, je dirais même 6 mois, nous pouvons cibler des métiers spécifiques qui peuvent contribuer à l'atténuation des effets socio-économiques de cette crise. Dans les domaines de la construction, si nous devons construire des hôpitaux, avec les moyens que nous allons mobiliser, il faut les faire. Dans les domaines de la production agricole, nous pouvons faire des travaux à haute intensité de la main-d'œuvre où nous regroupons le jeune dans les activités de production intensive, mais également ciblées ou basées sur la chaîne de valeur. Qui dit chaîne de valeur dit qu'il ne faut pas se limiter à la production des produits bruts, mais il faut les transformer. En les transformant, si on transforme la chaîne alimentaire, nous allons générer et susciter plusieurs métiers qui peuvent être des métiers productifs et qui peuvent résorber un certain nombre de ces jeunes ou pas nécessairement de jeunes. Donc, mais en attendant, il y a les PME et les PMI qu'il faut également booster aujourd'hui. Mais justement, ces activités ciblées. Voilà, qui emploient beaucoup de Congolais. Exact. Ça ne sont pas oubliés et qui risquent de fermer même. Non, ces activités ciblées, comme je l'ai dit, il y a des secteurs qui offrent aujourd'hui d'opportunités, de relance de ces secteurs-là. Et ces secteurs peuvent résorber ces chocs. Donc je parle par exemple de ces secteurs sanitaires, où aussi il faut un programme de renforcement de notre système sanitaire avec la construction des centres de santé, les équipés, les hôpitaux, ça génère des emplois, des opportunités d'emploi. Il faut saisir ces opportunités. Si nous devrons aller dans un domaine de la production agricole intensive, il faut cibler ces secteurs pour créer de l'emploi. Il faut développer des approches, en fait, qui suscitent la création d'emplois massifs décents et qui créent de nouvelles opportunités économiques pour cette population. Et donc, tout dépend de la façon de cibler ces approches, de la façon de prendre cette crise et de trouver des opportunités qu'elle génère pour saisir ces opportunités et mener des actions ciblées. L'approche d'intervention multisectorielle doit être une approche vraiment ciblée, basée sur les spécificités propres à notre pays. On ne doit pas faire du copier-coller de ce que les autres sont. Alors, très bonne proposition, mais alors là, je vais tourner vers vous individuellement, plus en votre qualité de conseiller, de proche collaborateur du chef de l'État. Est-ce que toutes ces propositions-là sont déjà sur la table? Pour votre information, en tant que coordinateur de la KPDC, je suis membre de la task force présidentielle de la riposte, qui est coordonnée par Dr Kamba. Et donc, j'avais reçu la responsabilité de coordonner au niveau de la task force l'élaboration du plan national multisectoriel de riposte. Il y a un plan sanitaire qui est une réponse sanitaire qui avait été évalué à 135 millions de dollars, qui est aujourd'hui distribué, mais nous sommes dans une approche où nous devons faire un plan
nationale plutôt multisectorielle. Il faut privilégier l'approche multisectorielle qui intègre également la réponse sanitaire. Et pour votre information, la task force présidentielle a eu une réunion technique aujourd'hui avec le ministère en charge du plan, la vice-première ministre, pour harmoniser nos points de vue et pour élaborer un document qui définit l'approche multisectorielle de la riposte et qui va intégrer tous les éléments que j'ai développés ici et qui seront beaucoup plus détaillés dans cette stratégie de riposte multisectorielle. Donc je voulais vous garantir que toutes ces propositions sont déjà prises en compte et seront prises en compte. Très bonne chose. Je reviens à vous tout à l'heure avec la question de l'enseignement. Okay. L'éducation, c'est une question très capitale pour l'avenir de nos enfants et de nos jeunes. Il y a un terme important qui revient de plus en plus, M. Oscar, c'est l'innovation. Je crois qu'on est devant une situation qui va nous obliger de l'innovation, des approches innovantes. On va réfléchir. Je le disais quelque part, cette situation, il faut qu'il y ait du collectif. Tout le monde doit jouer son rôle. Ce que vous faites aujourd'hui, vous jouez votre rôle dans la lutte contre le Covid-19, en nous réunissant, en voulant qu'on puisse communiquer avec la population. Ça, c'est très important. Maintenant, mon premier message, et je le dis partout, il faut susciter les chercheurs. Il faut surtout éviter cette attitude que je vois lorsque quelqu'un vous dit « je suis congolais, j'ai trouvé une solution, j'ai inventé quelque chose qui peut aider ». Tout de suite, qu'est-ce qu'on voit? Non, non, non. Vous ne pouvez rien faire, on attend la réponse de la France, on attend la réponse des États-Unis, on attend la réponse du Canada. Non. Je crois, comme l'a dit M. le conseiller, nous avons des capacités au niveau pays. Et il faut promouvoir ça. Pour moi, ça, c'est important. Il ne faut pas inhiber. C'est comme ça que, y compris pour la médecine traditionnelle, d'abord pour votre information, au sein du ministère de la Santé, il existe un programme national de la médecine traditionnelle. Ça veut dire qu'on reconnaît justement le bénéfice que donne cette médecine-là. Premier élément. Deuxième élément, nous tous, nous le savons. En tout cas, il existe des plantes qui ont des vertus à soigner certaines maladies. Et donc, il faut les encourager. Pour moi, il faut les encourager. Maintenant, encore une fois de plus, je le mentionne partout, lorsque vous sortez une recette, lorsque vous sortez un médicament, il y a toujours deux éléments qu'il faut regarder. La toxicité et l'efficacité. Vous pouvez avoir un médicament qui est bon, vous le prenez, mais il faut s'assurer que ce médicament ne peut pas léser d'autres organes. Mais cela n'est pas la raison de dire aucun Congolais ne peut fabriquer, aucun Congolais ne peut donner une solution aux problèmes que nous avons. Il faut promouvoir. Et c'est là où j'encourage l'idée d'avoir un guichet. Il y a pas mal de jeunes qui me contactent aussi, pas mal de personnes qui lancent des messages en disant « Chers amis, j'ai trouvé une idée, j'ai trouvé une potion, j'ai trouvé un médicament, j'ai trouvé un appareil. » Mais le problème, c'est qu'on n'a même pas de répondant. Et je suis très content de voir que de plus en plus, c'est créé au niveau du pays un guichet où quiconque peut venir et dire « Moi, j'ai trouvé ceci, est-ce que ça peut aider ?» Peut-être que l'idée de M. Oscar au stade A n'est pas ce qu'il faut, mais quelqu'un d'autre peut travailler la même idée et arriver à un produit potable au stade D ou au stade E. Vous comprenez ça? Donc c'est très important parce que non seulement que ça va éviter d'avoir des produits qui coûtent cher, mais c'est comme ça qu'on fortifie l'économie locale. Absolument. Vous voulez fortifier l'économie locale, vous voulez créer de l'emploi, mais la meilleure de façon, justement, c'est de promouvoir des idées qui sortent, parce que ces jeunes qui vont fabriquer des appareils, ces mamans qui vont fabriquer des masques au niveau local, mais en payant ces personnes, vous donnez de l'argent à une femme qui va nourrir la famille, vous donnez l'argent à un monsieur qui va payer l'étude de son enfant, vous donnez l'argent à quelqu'un qui va aller payer les soins médicaux. C'est justement à ça qu'il faut venir, parce que les facteurs multiplicateurs, en injectant justement les ressources qui vont être données, ce n'est pas pour commander uniquement à l'étranger. Il faut justement faire en sorte que l'économie soit bénéficiaire de cette injection financière et que justement dans la communauté, que les gens aient des moyens, notamment pour d'autres besoins de base. Et ça, je crois que c'est très important, qu'on n'oublie pas. Et pour moi, c'est capital qu'on avance dans cette optique. Et regardez, tous les pays travaillent en ce sens. Tous les pays travaillent dans ce sens. Comment peut-on promouvoir les talents au niveau national? Et la RDC ne peut pas se démarquer de cette dynamique, en fait, qui est une dynamique... Alors, docteur, je termine, ce sera votre dernière question. Alors, maintenant, vous savez que donc, nous sommes dans une pandémie, ce qui signifie que tous les pays sont en fait frappés aujourd'hui. Mais est-ce que n'est-il pas possible de travailler ou de lutter contre la maladie sur le plan régional plutôt que de se focaliser sur le plan national? Non, en fait, si vous regardez la lutte, en fait, la lutte est nationale. D'abord, elle est provinciale,
parce qu'il y a des provinces touchées dans ce pays, d'autres qui ne sont pas touchées. Les provinces qui sont touchées, comme le Nord Kivu, comme le Sud Kivu, font de la riposte. Il y a même les pays voisins. Exactement, font de la riposte au niveau provincial. Alors, après, vous avez des provinces qui ne sont pas touchées. Ces provinces se préparent, parce que quand le Haut-Katanga est touché, le Lualaba ne doit pas croiser les bras. Le Lualaba doit se préparer, notamment en renforçant les mesures barrières, ainsi de suite. Donc, la lutte est aussi au niveau national. Mais attention, vous avez vu qu'il y a plusieurs discussions entre pays. Moi, j'ai aimé déjà de suivre la discussion qu'avait notre chef de l'État avec le chef de l'État du Madagascar. Ça montre justement que nous avons des choses à partager. Et ça, c'est très important. Je crois que je l'ai mentionné quelque part. Nous devrions justement profiter aussi de cette opportunité pour ouvrir des espaces pédagogiques, des espaces d'échange. Qu'est-ce que le Sénégal a fait que nous pouvons aussi faire ? Qu'est-ce que la RDC a fait que l'Angola peut faire? Qu'est-ce que l'Angola a fait que l'Afrique du Sud peut faire? Vous comprenez ça? Il y a des pays là où la mortalité est très faible. Il y a des pays là où la détection va plus rapidement que d'autres. Donc on a des choses à échanger. Donc c'est très important, mais je crois qu'il faudra documenter justement ces genres de lutte régionale, mais aussi, comme l'a dit mon collègue, c'est aussi éviter du copier-coller. Ça veut dire que si en Afrique du Sud, il y a un contexte de confinement qui est tout à fait possible parce que les pays ont des moyens, par exemple, pour donner de la nourriture, vous n'allez pas copier le confinement de l'Afrique du Sud et vous l'amener en RDC. Même en RDC, vous avez vu M. Oscar, lorsqu'on a confiné Gombe, les gens disaient, mais quand est-ce que vous allez confiner Massina? Mais confiner Gombe et Massina, c'est deux mondes différents. Tout à fait différent. À Gombe, vous confinez, c'est urbanisé, vous pouvez fermer là, vous fermez là. Personne ne sait entrer. Mais à Massina, vous allez fermer où pour que les gens n'entrent pas. Merci. Même au sein de la même province, les contextes sont variés. Donc, encore une fois de plus, on en appelle à la contextualisation, à l'innovation. Merci, docteur. Alors, sur le plan socio-économique, cette fois-là, au niveau national, le bout du tunnel, il est encore loin. Le bout du tunnel, ça dépend de notre proactivité. Mais je pense que nous sommes en train de nous y mettre déjà, avec tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, l'implication personnelle du chef de l'État. Vous avez parlé aujourd'hui des solutions nationales, des solutions régionales. Je crois qu'à la fois qu'on est en train de rechercher les solutions nationales, l'Afrique aujourd'hui a une grande opportunité, c'est de donner une réponse africaine à cette crise et de renforcer ces liens pour trouver des solutions communes et de partager son expérience. Comme l'a dit mon collègue, docteur Michel ici, je salue personnellement l'initiative des chefs d'État africains qui, au sein de l'Union africaine, se concertent régulièrement et font des échanges. Maintenant, ça c'est une opportunité en fait qui va nous permettre également de trouver des solutions, de partager nos échanges, nos expériences entre différents pays, tout en tenant compte de nos spécificités. Je ne peux pas aujourd'hui dire que le bout du tunnel est très loin. Je dirais qu'il nous faut beaucoup plus de proactivité et de courage pour affronter cette guerre. Mais en regardant cette guerre avec un prisme qui nous permet d'identifier des opportunités. Et des opportunités qui doivent nous permettre d'innover, mais aussi de nous redéfinir en tant que nation, de nous redéfinir en tant que continent et de mettre en valeur tous les potentiels qui est le nôtre, qui existent et qui est là, qui n'attend que notre proactivité. Voilà, merci docteur Michel, plutôt monsieur le conseiller du chef de l'État, monsieur Philippe. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette émission. Nous revenons à vous la semaine prochaine avec un autre numéro, peut-être avec les mêmes invités. Merci et bonsoir à tous.